Je vous remercie de m'accueillir. Vous demandez certainement ce qu'un psychanalyste fait ici. Moi aussi. Donc, mettons cela à l'épreuve. Parce qu'un psychanalyste, s'il en est un, ce qui n'est pas toujours sûr, se déplace dans un monde qui est celui du langage. Et si, évidemment, il n'a pas cette idée-là, eh bien, il quitte sa place de psychanalyste. C'est-à-dire que quand il est question du corps pour un psychanalyste, eh bien, c'est le corps tel qu'il en est question dans le langage. C'est-à-dire dans la façon dont l'analysant, le patient en parle, et donc dans la façon dont le psychanalyste lui-même ensuite peut être amené à en parler publiquement s'il intervient. Alors j'ai intitulé mon propos Rabelais et le mystère du corps parlant. Donc il faut bien avoir cette idée que le corps dont je parle, c'est le corps selon la psychanalyse, c'est-à-dire selon, en ce qui me concerne, mes références, qui sont une analyse personnelle, une certaine formation. Ça fait presque 40 ans que je travaille dans un hôpital psychiatrique comme consultant. J'ai été membre d'une équipe de recherche du CNRS et puis, comme Mathilde vient de le rappeler, enseignant, maître de conférence à l'université. Donc, le corps, c'est très subtil à saisir ce que c'est que pour un psychanalyste. Donc, vous allez peut-être être heurté par un effet d'étrangeté relativement à la façon dont je vais en parler. C'est pourquoi je propose, pour commencer, de donner quelques menues indications à propos de l'évocation. Ici, c'est ma référence. J'aurais pu prendre, si j'avais parlé de l'angoisse, j'aurais pu prendre comme référence Freud. Ici, ce sera le docteur Jacques Lacan, qui donc a inventé cette expression, le mystère du corps parlant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je n'en sais rien. Et puis ensuite, je prendrai justement, pour pouvoir mettre ça à l'épreuve, un exemple extrait du Pantagruel de notre cher autre docteur, François Rabelais. Le point de départ est le suivant. Pour la psychanalyse, chacun et chacune a un corps. Souvenons-nous de l'acte qui a été introduit en 1679 par le Parlement anglais sous le règne du roi Charles II. Charles II donna à cette loi son royal assentiment, habeas corpus, etc., etc. Autrement dit, il faut que tu aies un corps pour pouvoir ensuite être jugé, par exemple. Autrement dit, tu ne peux pas être détenu arbitrairement dans une prison. La question se pose en effet. Le corps, est-ce qu'on l'est ou est-ce qu'on l'a? Que chacun et chacune ait un corps, qu'est-ce qui en est la preuve? À l'oreille du psychanalyste, puisque j'ai dit que, finalement, c'est de ce point de vue-là que je me place, ce qui prouve que l'on a un corps, c'est, disons-le d'un trait, il faut que j'aille vite, le fait qu'il y ait de la jouissance. Car pour qu'il y ait de la jouissance, il faut qu'il y ait un corps. Le psychanalyste, donc, Jacques Lacan, a articulé le rapport entre le corps et la jouissance en ces termes. Pour jouir, il faut un corps. Sous-entendu, donc, c'est là où je veux en venir pour ma part, il faut avoir un corps pour jouir. Par conséquent, là où le philosophe, peut-être que je peux le nommer, Aristote, croit que l'homme pense avec son âme, le psychanalyste, lui, a plutôt l'idée, informé qu'il est, par ailleurs, de la pensée d'Aristote,
à condition qu'il ait lu Aristote, que pour dire la chose ainsi, je parle avec mon corps. Et cela, précisons-le, sans le savoir. Mon corps se met à parler lorsque, par exemple, un symptôme se manifeste, sous la forme de ce que Lacan, à qui ici donc décidément je me réfère, a dénommé un événement de corps. Quand quelque chose qui advient, qui se produit dans mon corps, m'arrache de la bouche un « aïe », à ce moment-là, en effet, mon corps dit « je ». Ne serait-ce alors qu'en ces termes « ohé, je suis là, et je te cause, alors m'entends-tu » Le corps dit tout simplement alors « je souffre » ou encore « je me tords de douleur ». Et quand le corps crie ainsi, il a les moyens pour se faire entendre, n'est-ce pas? Chacun et chacune d'entre nous le sait fort bien. Qu'est-ce que la clinique de la psychanalyse nous apprend alors? Je veux dire, la clinique quotidienne, enfin, à la dure. Que chacun, côté homme, a sa méthode et son style pour inventer son symptôme à lui. Et que chacune, côté femme, a sa méthode et son style bien à elle pour se créer son symptôme à elle. Une chose est sûre, et ça c'est ce qui a dérouté Michel-Ange, le corps d'une femme ne parle pas la même langue, au sens où je l'entends, que celui d'un homme. De ce point de vue, si un corps est fait pour jouir, c'était mon point de départ, que ce soit sur le versant du plaisir ou sur le versant de la douleur, c'est du moins ce que la psychanalyse nous apprend, la jouissance du corps d'une femme n'est pas de la même nature que celle du corps d'un homme. En ce qui concerne la dite jouissance, il ne s'agit pas d'un côté et de l'autre, parce que pour la psychanalyse freudienne, il y a deux sexes, côté homme et côté femme, bien que ce soit d'une complexité extraordinaire, et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Il ne s'agit donc pas de la même façon de parler d'un corps vivant. D'autant plus que, comme l'ont indiqué Freud et Lacan, ce qui parfois est difficile à saisir, la jouissance du corps est pour un homme hors corps, dans la mesure où elle a tendance à se condenser, disons la chose pudiquement, dans l'organe phallique. Un exemple. Cet organe je me suis demandé, en relisant Pantagruel par exemple, où était évoqué l'organe masculin. Eh bien, cet organe, par exemple, est rendu présent par ce goujat de Panurge, au moment où, dans Pantagruel, donc, il trouve amusant jusqu'à en mourir de rire d'humilier une dame qui s'est refusée à lui, puisque vous savez que la question de Panurge, c'est « dois-je me marier ?» en faisant usage d'un stratagème pour qu'une meute de chiens vienne pisser sur sa belle robe. Un lâche peut donc déléguer, si l'on peut dire, l'acte même d'un mauvais coup à perpétrer, qu'il n'a pas osé faire lui-même, en le faisant faire par d'autres porteurs de cet organe, dont le petit Hans, le petit garçon dont s'est occupé Freud, craignait les réactions intempestives, à savoir ce que le petit Hans appelait son Vivimarer, dans sa langue à lui, c'est-à-dire son fait pipi. Et manifestement, c'est ça qui est extraordinaire dans la psychanalyse, c'est qu'il faut avoir l'oreille pour entendre ce petit garçon de 4 ans, quand il parle de son Vivimarer, c'est évidemment autre chose que ce que le pénile, comme c'est dit dans Rabelais. La scène est obscène. Que la belle robe de cette dame, à qui un tel outrage est infligé, ait été ainsi souillée, n'est-ce pas une manière pour Panurge
de manifester son mépris pour les femmes? C'est une question. Rabelais écrit à cet égard, mais c'était la plus grande ignominie du monde. Un homme ne peut pas déléguer l'usage de son propre corps à un autre porteur dudit phallus, mais il peut donc le faire par le biais de cet organe, ici défini comme étant hors corps. Il ne peut pas déléguer son corps lui-même parce que, à cause de l'habeas corpus. Bref, si un corps est fait pour jouir, alors il ne faut pas oublier qu'il est fait d'os et de chair. L'os, c'est ce à quoi la mort, à la fin, le réduit. Lacan a d'ailleurs fait remarquer que si vous attendez trop longtemps, en vous demandant ce qu'il faut en penser, être ou ne pas être, pour accomplir l'acte qui constituerait en fin de compte la réalisation de votre désir, vous risquez de ne plus vous retrouver que comme un corps restreint à son squelette pensant. La chair, en revanche, c'est là où la vie palpite, et c'est là où la jouissance trouve à se loger, même si, comme le fait valoir justement le texte de Rabelais, elle est vouée à dépasser les limites que l'on cherche à lui imposer. On ne sait pas, en tout cas un psychanalyste tel que moi je le conçois, on ne sait pas ce que c'est que la jouissance, et c'est heureux. On ne sait pas de quoi elle est faite. C'est-à-dire que pour un psychanalyste bien formé de la façon dont je le conçois, n'a pas un vocabulaire de psychanalyse dans la tête. Je sais qu'il en existe un, il est maladroit. Un psychanalyste qui peut vous dire « Ah oui, l'angoisse c'est ça », c'est plutôt idiot. Lacan appelait ça un signifiant maître, puisque un mot dans la langue est fait pour être lié à un autre. Donc vous ne pouvez jamais mettre la main sur une définition. Ça dépend du contexte, ça dépend du ton, ça dépend de la poétique finalement. Donc, on ne sait pas ce que c'est que la jouissance. On ne sait pas de quoi elle est faite. Eh bien, il y a en effet en ce domaine un mystère. Mais ce que l'on peut dire, et le docteur Rabelais le fait entendre d'une manière que l'on n'oublie pas quand on lit, et en particulier, comme Pierre le lisait tout à l'heure, c'est que quand la jouissance du corps parle, elle le fait dans l'excès même de la parole. L'excès corporel est donc tissé de l'étoffe même de l'excès verbal. En un mot, le fait que la parole en passe par le corps implique qu'il n'y ait pas de parole sans excès. C'est un effet de ce que Freud a décrit sous le trait de la dérive de la pulsion, qui a été défini par lui comme étant à la fois, c'était en 1915, sexuelle et partielle, c'est-à-dire liée à une partie, plus exactement à un orifice du corps. Cet excès est apparu à l'oreille de l'inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, sous les espèces de ce qui achoppe dans notre usage de la langue. Et oui, nous n'arrêtons pas de trébucher lorsque nous ne nous prenons pas pour un maître. Les formations de l'inconscient, symptômes, rêves, lapsus, actes manqués, sont là des manifestations du corps parlant dont le sens, de prime abord, nous échappe. Le lapsus, par exemple, est le signe que si nous nous trompons de mots, c'est parce qu'il y a un trou dans le savoir. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Mais ce quelque chose désire que le bâillon lui soit ôté de la bouche. Et c'est pour cela qu'un lapsus se produit. Et afin que ce désir soit satisfait, un accident est en quelque sorte provoqué par la pulsion dont parle Freud dans le flux de la parole. Un mot surgit à la place d'un autre. Un mot pour un autre,
disait Jean Tardieu. Le texte de Rabelais, comme celui de Joyce, en est truffé de ces sortes d'accidents ou d'écarts de langage. Il reste à savoir si en ce point, ça, ensuite c'est l'acte du psychanalyste qui intervient, l'étoffe de la langue peut être ravaudée, ou pas. Ça dépend. Il faut, comme on sait, y mettre du sien. Il ne faut surtout jamais obliger quelqu'un à faire une psychanalyse. Le fait que dans la langue de Rabelais, les excès du corps aillent avec les excès de langage, est-ce que cela est venu de ce que Rabelais aimait converser? Ça, j'aime bien. Il s'avérait en effet, comme le signale François Bon dans son livre La folie Rabelais, qui se trouve là-bas sur la table, Rabelais, oui, était un bavard invétéré, un buveur invétéré peut-être, mais en tout cas un bavard invétéré. Et si la conversation venait à lui manquer, c'est ce que François Bon signale, il écrivait des lettres et des lettres, afin de suppléer cette privation de parole échangée. Ainsi Rabelais était-il un conteur avant d'être un écrivain? En tout cas, chacun et chacune d'entre nous avons, ça c'est certain, un rapport complexe à notre corps. Cela a comme conséquence les inquiétudes, les tracas, les soucis, à travers lesquels s'écrit l'histoire de notre drame intime. Chaque corps parlant, que ce soit celui d'un homme ou celui d'une femme, a son récit qui lui est singulier. Rabelais, quant à lui, a pris le parti d'en rire, en inventant une langue, la langue d'un corps qui parle, et surtout qui jouit de la manière même dont il parle. Ça, c'est ce que j'aime chez Rabelais. Il ne se sent pas coupable de la façon dont il écrit. Ainsi démontre-t-il qu'un événement de corps est essentiellement un événement de langue. C'est lui, en fait, si vous vous référez à un dictionnaire d'étymologie, vous le constaterez, c'est lui qui a inventé, en fait, le terme de symptomate, c'est-à-dire de ce que c'est qu'un symptôme. Je vais le montrer à l'aide d'un exemple. Il semble que l'auteur de Pantagruel, Alcofribas Nazier, génial pseudonyme de François Rabelais, ait été attiré par la bouche de sa créature. Poussé par on ne sait quelle curiosité, et se laissant glisser sur la langue de Pantagruel, il est entré dans la bouche du géant. En fait, on le sent bien, l'auteur invente ce qu'il voit du même pas qu'il écrit. Que vit-il alors? Il y vit des rochers, de grands prés, de grandes forêts, de puissantes et grosses villes. Et que rencontra-t-il? Rabelais s'inspire sur ce point de Lucien de Samosate. Il rencontra un homme qui plantait des choux, comme dans la chanson. Le nom de la ville où il les vendait était Aspharage, ce qui signifie arrière-gorge. Alors l'auteur décide d'y aller, Rabelais. Mais lui, apprend-on aux portes de la ville, la peste venue des villes du larynx et du pharynx y sévit. Pantagruel avait en effet mangé trop d'ail. Ail. Et comme on le sait, l'ail empeste. Peste empeste. Donc on voit bien que Rabelais est psychanalyste avant l'heure. Cela s'entend immédiatement, c'est avec le mot empeste que consonne cet autre mot peste. C'est donc bien une affaire de langue, d'équivoque sonore. Peut-on faire dès lors un pas de plus et ajouter qu'au moment où l'auteur, ainsi parvenu aux portes de la ville, s'est senti incommodé par l'odeur de l'ail, il a laissé échapper de sa propre bouche ce cri de douleur, l'inventant ainsi « aïe ». Après avoir quitté cette ville puante, l'auteur vécut
dans la bouche du géant d'étonnantes aventures. L'auteur finit quand même, au bout de 6 mois, par sortir de la bouche du géant. « Mais dis donc, d'où viens-tu, Alcofribas ?» lui demande alors Pantagruel. « De votre gorge, monsieur. Mais de quoi vivais-tu » L'auteur lui répond alors, sans être le moins du monde embarrassé, qu'il mangeait et buvait la même chose que son hôte, en prélevant au passage les plus friands morceaux. « Mais où chiais-tu ?»« Dans votre gorge, monsieur. » Pantagruel se met alors à rire. Que l'on puisse manger et chier dans sa gorge, voilà donc ce qui fait rire le géant. « Qu'y a-t-il de si risible là-dedans, me suis-je demandé. Est-ce le fait qu'un homme petit par la taille, l'auteur en l'occurrence, fasse en petit, à l'intérieur du corps du géant, ce que celui-ci, un homme grand par la taille, donc, fait en grand à l'extérieur? Cette sorte de dédoublement serait-elle en cause? Dédoublement qui a quelque chose à voir avec une certaine relation miroir. « Tu es un gentil compagnon, dit alors simplement Pantagruel à l'auteur. Eh bien alors je te fais cadeau de la châtellenie de Salmigondie. » En effet, se dit-on, quelle salmigondie que tout cela. Et dans le chapitre 22 du Pantagruel, l'auteur, caché sous une feuille de bardane, assiste à un étrange spectacle. Pantagruel, devenu chef de guerre, demande au capitaine de son armée d'ordonner à leurs troupes de serrer les rangs, afin qu'ils puissent les couvrir de sa langue, pour les abriter de la pluie. Que l'on puisse se défendre contre le réel, contre ce qu'il y a d'impossible à supporter. D'abord les dipsodes, et ensuite d'autres soldats venus d'une autre contrée, c'est les Amarotes, c'est ça? Je ne sais plus. Donc, en tout cas, contre ce qu'il y a d'impossible à supporter, en se servant de la langue avec laquelle on parle, on s'exprime, eh bien, c'est l'un des buts de la psychanalyse. Ainsi apparaît-il que la bouche du géant est à la fois le lieu d'où la voix est émise, le point à partir duquel s'articule la langue, et le trou par où l'appétit fait passer la nourriture, une fois mâchée, savourée et avalée. Je résume donc ma thèse. À cause de son goût pour les langues, Rabelais crée ainsi un nouveau symptôme langagier, le symptôme de la monstruosité d'un excès de jouissance, en inventant de toutes pièces un tel monstre au moyen de mots et de phrases d'une langue avec laquelle manifestement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui nous rend joyeux, il aime jouer à lui donner vie, vitalité et vigueur. C'est là une utilisation à la fois gaie, audacieuse et ironique des ressources de la langue dans laquelle il a choisi d'écrire. Et les ressources sont incommensurables de cette langue. Ce sont des géants avec un grand G qui en sont les ambassadeurs et les porte-paroles. Que ce soit des géants n'est pas un hasard, à mon avis. L'événement Rabelais est donc bien avant tout un événement de corps en même temps qu'un événement de langue, l'événement à la fois d'un corps jouissant et d'une langue vivante et joyeuse. Pour ma part, j'éprouve surtout de la joie à lire Rabelais. Ce sont là, disons, des contes tout à fait surprenants, terriblement étonnants.